Trop les deux. Quelques éclaircies. Anne-Sophie, faites-nous un duo de météo. De Je sais pas faire ça, moi j'ai jamais à fait. 9 degrés à Marseille. Harry Roselmack, longtemps perçu comme l'un des hommes les plus discrets du paysage audiovisuel français, a finalement levé le voile sur une partie de son histoire qu'il avait toujours tenue dans l'ombre, une histoire qui parle de liens, d'amour, mais aussi de cette fragilité qui se cache derrière les sourires publics. Dans un moment rare, face à un interlocuteur bienveillant, il a choisi de mettre des mots sur ce qu'il appelle lui-même un échec. Un mot lourd de sens lorsqu'il concerne une famille, un foyer, une vie à deux, construite patiemment au fil des années. Il n'a pas cherché à se dédouaner, ni à réécrire le passé, au contraire, il a parlé avec cette honnêteté que l'on rencontre rarement chez ceux qui vivent sous la lumière. Oui, il a divorcé, et derrière cette réalité se trouvent 3 enfants qu'il a voulu préserver coûte que coûte, parce qu'au milieu des tempêtes, la seule boussole reste l'amour que l'on porte à ceux que l'on a mis au monde. Il raconte sans détour que ce fut douloureux, que cela a laissé des traces, mais il y a dans sa voix la fierté discrète de celui qui sait avoir évité le pire, d'avoir réussi avec leur mère à maintenir un pont, fragile peut-être, mais solide pour leurs enfants. Et au milieu de cette confession, plane une leçon, presque une philosophie, celle d'un homme qui a compris que le couple n'est pas un sacrifice de soi, mais une danse délicate entre 2 libertés, et que lorsque l'équilibre se perd, il faut parfois avoir le courage d'accepter la fin pour continuer d'aimer autrement. Aujourd'hui, il parle avec une sérénité qui ne trompe pas, celle de quelqu'un qui a traversé l'orage et qui regarde l'horizon sans regretter la pluie, parce que même après la rupture, il reste l'essentiel, des enfants protégés, une affection intacte et cette certitude que la dignité peut survivre à la séparation. On ne l'aurait jamais imaginé ainsi. Derrière le sourire rassurant et le regard lumineux qu'il offrait chaque dimanche soir, Harry Roselmack cachait des nuits de doute où l'homme public se défaisait en silence, loin des caméras, dans des chambres d'hôtels anonymes ou sur des routes sans destination. Ceux qui croyaient voir un journaliste solide, maître de ses émotions, n'auraient pas soupçonné qu'il pouvait rester des heures immobile, regard fixé sur une fenêtre noire, à se demander comment un amour qu'il pensait indestructible avait pu s'effriter si lentement qu'il n'en percevait pas la fin arriver. Ce ne fut pas une rupture éclatante, mais un effondrement discret, presque invisible, ponctué de gestes automatiques, de rendez-vous familiaux où tout semblait normal, alors que tout se fissurait à l'intérieur. Entre 2 tournages, il lui arrivait de conduire seul, très loin, juste pour respirer, comme si la route pouvait absorber ses angoisses, et parfois, il s'arrêtait dans de petits villages inconnus, marchant sous la pluie, pour sentir quelque chose de réel, de tangible, loin des plateaux impeccables où il jouait sans faillir son rôle d'homme impeccable. Il y eut aussi ce silence qu'il s'imposait, par crainte de blesser, par peur de s'effondrer devant ses enfants ou ses proches, un silence si pesant qu'il finissait par résonner plus fort que n'importe quel cri. Certains amis ont remarqué qu'il disparaissait soudainement pendant plusieurs jours, comme s'il se retirait du monde, cherchant une issue qu'il ne trouvait pas, se réfugiant dans l'écriture de notes qu'il n'a jamais montrées à personne, des fragments de pensée qu'il relisait la nuit et qu'il déchirait le matin. Il n'était pas seulement question d'un divorce, mais d'une mue profonde, presque violente, où Harry devait renoncer à l'image lisse que tout le monde lui renvoyait pour accepter qu'il était un homme faillible, traversé de contradictions, capable de douter de tout, même de lui-même. Certains soirs, il craignait de devenir étranger à ceux qu'il aimait, redoutait de voir dans leurs yeux le reflet de ses propres failles, et c'est dans ces instants de vertige qu'il a compris
combien il était difficile de rester un père solide quand on se sent soi-même en train de se fissurer. Ces zones d'ombre, il ne les a jamais offertes aux médias. Elles appartiennent à ces heures clandestines où l'on mesure le poids des décisions irréversibles, où l'on découvre que la liberté coûte parfois plus cher que la prison du confort affectif, et pourtant, de ce chaos intime est née une lucidité nouvelle. Il a vu dans la fragilité non pas une honte, mais une preuve de vie, comme une respiration retrouvée après des années passées à se tenir droit sous les projecteurs. Il y eut un moment précis, une nuit sans lune, où Harry Roselmack comprit qu'il ne pourrait plus continuer à se mentir, pas seulement à sa famille, mais à lui-même. Et cette révélation ne surgit pas dans une discussion ou une dispute, mais dans un silence étourdissant, celui d'un hôtel impersonnel où le plafond blanc semblait peser comme un couvercle, et où il se demanda si cette vie qu'il avait construite avec tant de rigueur n'était pas devenue une cage dorée qu'il portait sans s'en rendre compte depuis des années, car derrière la figure charismatique et le ton posé qui rassurait des millions de téléspectateurs se cachait un homme en apnée. Un homme qui ne savait plus quand il avait cessé de rire spontanément, ni quand il avait commencé à craindre ses propres envies, et dans cette solitude apparut une succession d'images éclatées, des souvenirs heureux mêlés de regrets brûlants, des visages aimés qu'il voyait s'éloigner à mesure qu'il tentait de les retenir, des gestes simples comme un dîner en famille, un dessin d'enfant accroché au frigo, qui devenaient des fantômes parce qu'il sentait qu'ils ne lui appartenaient plus tout à fait, et c'est peut-être cela qui le terrifia le plus. Cette impression d'assister à sa propre vie comme un spectateur étranger, de jouer son rôle de père et de mari avec la précision d'un comédien, mais sans la chaleur intérieure. Comme si l'amour qu'il portait n'avait pas disparu, mais s'était voilé, recouvert d'une fatigue sourde et d'un manque d'air, et c'est pourquoi il s'évadait parfois, discrètement, sous prétexte de travail ou de voyage, pour retrouver un peu de cette sensation d'exister sans devoir répondre aux attentes de personne. Il marchait la nuit dans des rues désertes, écoutait les bruits lointains d'une ville endormie, et dans ces moments-là, il se sentait à la fois coupable et vivant, coupable d'avoir besoin de fuir ceux qu'il chérissait le plus, vivant parce qu'il sentait encore battre en lui une soif insatiable de vérité, une envie de se retrouver tel qu'il était avant que la notoriété ne le fige dans une image impeccable, et cette tension entre l'homme public et l'homme intime finit par devenir insoutenable. Un fil tendu qui craquait chaque jour un peu plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix que de couper, de renoncer à ce qu'il croyait immuable, de briser la belle apparence pour sauver ce qu'il restait de réel. Mais cette décision ne fut ni héroïque, ni soudaine. Elle s'insinua lentement, dans des regards évités, dans des silences au petit déjeuner, dans des nuits blanches où il entendait son propre cœur battre comme une alarme, et parfois il se demandait s'il n'était pas en train de devenir invisible pour ceux qu'il aimait, car il n'osait plus dire ce qu'il ressentait vraiment, trop peur de décevoir, trop peur de blesser, et alors il écrivait des phrases sans ordre, des confidences griffonnées sur des carnets qu'il gardait toujours à portée de main, puis déchirait au matin, comme si le simple fait de mettre ses pensées sur papier les rendait trop dangereuses pour être conservées. Et dans ces pages perdues, il parlait de son vertige, de ce vide qui s'ouvrait sous ses pas même quand il souriait aux caméras, de ce sentiment étrange de ne plus se reconnaître, de ne plus savoir si la voix qu'il utilisait à l'écran était encore la sienne, ou seulement un masque qu'il avait appris à porter, et à travers cette errance intérieure se dessinait un homme que personne n'aurait soupçonné, ni ses collègues, ni ses amis, un homme qui doutait de tout, même de ses propres sentiments.
un homme qui cherchait désespérément une cohérence entre ce qu'il montrait et ce qu'il vivait, et qui parfois se surprenait à envier les inconnus qu'il croisait dans la rue, parce qu'ils avaient le droit d'être imparfaits sans que le monde les observe, parce qu'ils pouvaient aimer, se tromper, recommencer, sans qu'un million de regards jugent chaque geste, chaque mot. Et c'est cette pression invisible, ce poids de l'exemplarité à imposer, qui fit naître en lui une colère sourde, non pas contre quelqu'un, mais contre le carcan qu'il avait accepté trop longtemps. Et c'est ainsi qu'un jour, sans éclat ni drame, il choisit de dire « stop », de redevenir simplement un homme, quitte à perdre une part de son confort et de son image, pour retrouver une respiration plus sincère, une manière d'aimer plus juste. Et depuis cette décision, il avance autrement, avec des cicatrices qui ne se refermeront jamais tout à fait, mais avec le regard clair de ceux qui ont traversé la tempête, et qui savent que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que les faux semblants les plus brillants. Il y eut des jours où cette liberté nouvellement conquise ressemblait moins à une délivrance qu'à une chute sans fin, car s'arracher à une vie que l'on a bâtie pierre après pierre, c'est aussi renoncer à une partie de soi. Et Harry Roselmack a dû affronter ces matins où le silence du téléphone pesait plus lourd que n'importe quel reproche. Ces soirs où la solitude n'avait rien de noble, seulement une odeur de vide et de regret mêlés. Et pourtant, il avançait, comme guidé par une nécessité obscure, une voix intérieure qui lui murmurait que l'authenticité avait un prix et qu'il fallait le payer pour ne pas se perdre complètement. Et dans cette traversée, il y eut des gestes étranges, des décisions incompréhensibles pour ceux qui l'entouraient, comme ces disparitions soudaines où il s'enfermait plusieurs jours sans prévenir personne, laissant derrière lui une inquiétude sourde, ou ces rencontres furtives avec des inconnus croisés dans des lieux improbables, comme s'il cherchait à toucher d'autres vies pour sentir la sienne plus réelle, et ceux qui l'ont vu alors parlent d'un regard différent, plus intense, parfois presque absent. Un regard d'homme qui se bat contre ses propres ombres, car ce divorce n'était pas seulement la fin d'une dadine histoire d'amour, c'était une mue brutale, une façon de se dépouiller de tout ce qui ne lui appartenait plus vraiment. Et au milieu de cette tempête, il continuait d'apparaître à l'écran, impeccable, professionnel, la voix ferme, le sourire mesuré, alors qu'en coulisses, il écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais. Il raturait des pages entières où il parlait de ses peurs, de ce besoin insatiable de comprendre pourquoi il ne parvenait plus à aimer comme avant. Et parfois, il se surprenait à se demander s'il n'était pas devenu étranger à lui-même bien avant la rupture, comme si le succès et la notoriété avaient ausculté un personnage plus solide que l'homme véritable. Et dans ces instants de lucidité, il sentait combien cette façade avait fini par l'enfermer, combien il avait dû taire ses colères, ses envies, ses doutes pour rester ce modèle irréprochable qu'on attendait de lui. Et aujourd'hui, quand il en parle, sa voix ne porte ni rancune ni remords, seulement une gravité tranquille. Celle d'un homme qui sait que certains choix brisent des illusions, mais sauvent l'essentiel, car derrière la douleur et les nuits blanches, derrière les moments d'égarement et les silences lourds, il a trouvé une forme de paix qui ne dépend plus du regard des autres, une paix fragile, mais vraie, forgée dans l'acceptation de ses propres failles, et c'est sans doute cela qui le rend plus humain que jamais, plus proche de ces vérités simples qu'il avait trop longtemps repoussées, comme si enfin, il pouvait se regarder sans détour, sans crainte, sans masque. Il se souvient encore de cette soirée d'hiver où, après une longue journée de tournage, il n'est pas rentré directement chez lui, préférant errer dans les rues froides de Paris, incapable de se résoudre à retrouver un appartement où tout semblait désormais trop ordonné, trop silencieux, comme si la vie qui s'y déroulait n'était plus la sienne,
Et cette sensation d'étrangeté était si forte qu'il marcha pendant des heures, le col relevé, les mains glacées, espérant presque que quelqu'un le reconnaisse pour lui rappeler qui il était encore. Mais personne ne le fit. Et dans cette invisibilité nouvelle, il y eut un vertige qu'il n'avait jamais connu auparavant. Celui de se sentir libre, mais terriblement seul. Alors il entra dans un café de quartier désert, s'assit près d'une fenêtre embuée et commanda un simple thé. Et c'est là qu'il griffonna sur une serviette une phrase qu'il n'a jamais oubliée. « Ce que je perds, ce soir n'est pas un foyer, c'est le mensonge de ma propre force. » Une phrase qui résonna comme un aveu à lui-même, car depuis des années, il s'était cru capable de tout porter, de tout contenir, de tout protéger, mais il découvrait que cette force n'était qu'un rôle appris, un costume taillé sur mesure pour la télévision, et que l'homme derrière le présentateur n'avait plus qu'une envie, tomber le masque, se briser peut-être mais pour de vrai, et cette brisure s'accompagna d'épisodes que personne n'a jamais connus, des moments où il s'enfermait dans des chambres anonymes avec, pour seule compagnie, une pile de livres et son propre silence, des instants où il disparaissait du monde médiatique, non pas par calcul, mais par besoin vital de respirer loin des regards, et pendant ces retraites improvisées, il laissait remonter les souvenirs enfouis, la voix de ses enfants qui riaient dans le jardin, les mots tendres de Chryslaine à leur début, les promesses qu'il s'était faites à lui-même de ne jamais faillir, et chacune de ces réminiscences agissait comme une lame à double tranchant, douce et cruelle à la fois, car elle rappelait tout ce qui avait été beau, mais aussi tout ce qui ne reviendrait jamais. Et c'est dans ces instants d'introspection qu'il prit conscience que la fin de son mariage n'était pas un accident soudain, mais la conséquence de milliers de petites absences, de silences non dits, de concessions invisibles qui finissent par étouffer même les plus beaux sentiments. Et plus il fouillait en lui, plus il découvrait que cette rupture n'était pas seulement la fin d'une histoire d'amour, mais la fin d'une illusion, celle d'un homme qui croyait pouvoir vivre pour les autres sans jamais se perdre, et ce désenchantement le plongea dans une sorte d'errance intérieure où chaque visage, chaque lieu familier semblait revêtu d'une étrangeté nouvelle, et parfois, il se demandait si les téléspectateurs percevaient dans ses yeux cette fatigue intime, ce regard qui fuyait parfois la caméra, comme s'il craignait que le monde devine sa faille, mais personne ne voyait rien, car il souriait toujours avec cette élégance naturelle, posait sa voix avec la même assurance, et plus ce rôle d'homme parfait collait à sa peau, plus il sentait la nécessité urgente de le déchirer, quitte à choquer, quitte à décevoir, quitte à perdre l'admiration qu'on lui portait. Et cette urgence, il l'a vécue comme une brûlure, comme une pulsation continue dans sa poitrine, une alarme intérieure qui sonnait chaque fois qu'il feignait d'aller bien. Et c'est cette alarme qui le poussa un soir à tout avouer à ses proches, non pas dans un grand discours, mais dans un simple souffle, presque un murmure. Il n'en pouvait plus, il devait changer, il devait quitter ce qu'il aimait pour ne pas se trahir. Et après ces mots, il y eut un silence lourd, un silence d'incompréhension, un silence où il sentit le poids de tous les jugements à venir, mais il y eut aussi un immense soulagement, comme si l'air redevenait respirable, et depuis ce soir-là, malgré la douleur, malgré les larmes, les blessures, il ne s'est plus jamais menti, il a choisi de vivre à découvert, de regarder ses enfants dans les yeux, sans feindre la force absolue, de leur montrer que même les pères peuvent tomber et se relever, et cette vérité, il la porte désormais comme une armure invisible, non pas pour se protéger, mais pour avancer plus léger, avec la certitude que la dignité ne se trouve pas dans l'image parfaite que l'on renvoie au monde, mais dans la fidélité à ce que l'on est vraiment, même si cela coûte cher,
même si cela fait mal, et c'est dans cette épreuve qu'il a trouvé une autre forme de grandeur, celle qui ne s'affiche pas, qui ne se photographie pas, mais qui se lit dans la profondeur d'un regard apaisé, celui d'un homme qui n'a plus peur de sa propre fragilité. Il y eut pourtant des instants plus sombres encore, des heures suspendues où Harry Röselmack douta de tout, même de sa capacité à continuer à exercer ce métier qu'il avait façonné, car il se surprenait parfois à regarder son propre reflet sur un prompteur et à ne plus reconnaître l'homme derrière ce visage, comme si l'image télévisée avait fini par avaler la personne réelle. Et ce sentiment d'étrangeté l'envahissait jusque dans les studios qu'il connaissait pourtant par cœur. Ces plateaux lumineux où chaque geste est réglé, chaque phrase calibrée, mais où lui ne se sentait plus à sa place. Et dans ces moments-là, il quittait le travail avec une fatigue qui n'était pas physique, mais existentielle. Une lassitude qui le poussait à errer dans sa voiture, moteur éteint, garé dans des rues désertes, écoutant le tic-tac de l'horloge comme pour mesurer le temps qu'il avait perdu à se tenir droit, impeccable, au lieu d'écouter ce qui grondait en lui. Et c'est au cœur de ces nuits immobiles qu'il découvrit la profondeur de sa propre solitude, une solitude que même la gloire ne parvient pas à combler, une solitude qui vous oblige à regarder vos failles en face et à admettre que l'on n'est pas invincible. Et cette lucidité nouvelle, aussi douloureuse soit-elle, lui donna une force inattendue, car à mesure qu'il se délestait des illusions, il apprenait à vivre avec ses blessures, à ne plus les cacher, à en faire une matière vivante plutôt qu'une honte à dissimuler, et il y eut des rencontres inattendues dans cette période trouble, des visages croisés dans des lieux sans importance qui laissèrent une empreinte profonde, comme si le hasard lui envoyait des messagers pour lui rappeler qu'il n'était pas seul, que d'autres avaient traversé des tempêtes semblables, et dans ces échanges fugaces, il sentait renaître en lui une part d'humanité qu'il croyait étouffée, car depuis des années, il avait confondu l'amour avec le devoir, la tendresse avec l'exemplarité, et il découvrait enfin que l'on peut aimer imparfaitement, que l'on peut protéger ses enfants, non pas en se montrant infaillible, mais en acceptant devant eux que l'on est vulnérable, et c'est cette leçon qu'il garde comme un trésor, une vérité simple mais profonde. Il n'est pas nécessaire d'être un héros pour être un bon père. Il suffit d'être sincère, présent, vivant, et cette évidence, il la porte désormais comme une lumière intérieure. Une lumière qui éclaire même les souvenirs les plus douloureux, ceux des dernières disputes étouffées, des regards qui ne se croisent plus, des sourires forcés au milieu de fêtes familiales, des photos où tout semble parfait, mais où il sait que quelque chose s'était déjà brisé, et aujourd'hui, lorsqu'il repense à ces années de tensions silencieuses, il ne ressent plus de colère ni de regret, seulement une immense gratitude d'avoir eu le courage d'affronter la vérité, car sans cette rupture, il n'aurait jamais connu cette renaissance intérieure, cette paix qui ne dépend pas du succès ni du jugement du monde, mais seulement de la fidélité à soi-même. Et c'est avec ce regard neuf qu'il continue son chemin, plus discret encore qu'avant, mais infiniment plus libre, conscient que chaque pas, même hésitant, le rapproche un peu plus de l'homme qu'il voulait vraiment être. Il raconte parfois que la période la plus étrange ne fut pas celle du tumulte ou des décisions brutales, mais ces jours calmes, trompeusement paisibles, où il jouait son rôle de père, souriait aux anniversaires, signait des autographes dans la rue, tout en sentant à l'intérieur une lente désagrégation, comme si une partie de lui se tenait à distance, observant la scène avec une lucidité glaciale. Ces instants suspendus avaient quelque chose d'irréel, comme un décor trop bien éclairé, où l'acteur sait que la pièce est déjà finie,
mais continue d'interpréter son texte pour ne pas décevoir le public. C'est là, au cœur de cette illusion, qu'il a compris la nécessité absolue de tout casser avant que le mensonge ne le dévore entièrement. Il se souvient d'une soirée précise, dans un restaurant pourtant familier, où les conversations semblaient en flotter au-dessus de lui, où les éclats de rire des autres clients sonnaient comme un écho lointain, et où il s'est surpris à envier ces inconnus qui pouvaient aimer, se tromper, recommencer, sans que personne ne s'en soucie. Cette jalousie, discrète, presque honteuse, fut le déclic. Il devait redevenir un homme ordinaire pour retrouver la saveur des choses simples. Depuis, il ne fuit plus ses failles, il les accueille comme la preuve qu'il est vivant. Il ne cherche plus à être irréprochable, mais juste vrai, et cette transformation intime lui a rendu un regard neuf sur le monde, un regard qui voit derrière les apparences, qui reconnaît dans les yeux des autres la même fragilité qu'il porte en lui. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe. En perdant une partie de son ancienne vie, Harry Rösselmack a gagné une profondeur nouvelle, un souffle intérieur qui transparaît désormais dans chacun de ses mots. Une gravité douce qui fait qu'on l'écoute autrement, non plus comme un visage médiatique, mais comme un homme qui a traversé la tempête et qui parle depuis l'autre rive. Ainsi, son parcours n'est pas seulement celui d'un journaliste ou d'un homme public, mais celui d'un être qui a eu le courage de se réinventer, de briser ses propres chaînes et de transformer ses cicatrices en force tranquille. Et c'est cette sincérité rare qui touche aujourd'hui autant qu'elle inspire. Si vous avez été ému par ce récit, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires aussi intenses, authentiques et profondément humaines, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et rejoignez-nous pour continuer ce voyage au cœur des vies qui changent, des destins qui basculent et des âmes qui se révèlent.